Il pleut dehors. Je suis assise près de ma fenêtre, observant les gouttes qui frappent la vitre. Il fait si sombre. Les nuages recouvrent le ciel. La pluie rend l'atmosphère humide, froide et collante. Nous sommes fin décembre, à la période de Noël, que je passerai seule, comme d'habitude. Ça ne rend pas la chose plus facile à vivre pour autant. La morsure que provoque la solitude est douloureuse et si cruelle. Je détache mes yeux de la fenêtre et balaie du regard mon lieu de vie. Un studio décrépit. Des murs recouverts de papier peint abîmés par l'humidité, déchirés par endroits et aux couleurs délavées. Qu'est-ce qu'il est moche ce motif. De grosses fleurs marronnasses sur un fond jaune. Il n'y a pas plus vieillot et triste, je crois. Malheureusement, j'ai pas les moyens de changer, comme tout ce qu'il y a dans ce minuscule taudis, que je loue à un marchand de sommeil, pour un prix bien trop élevé pour cette poubelle. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Comment dire, je ne sais pas trop par quoi commencer. Quand je repense à mon histoire, de toute manière, elle n'est pas très intéressante, je pense. Et plutôt pathétique, à vrai dire. Je suis née dans une famille assez classique. Un couple de classe moyenne, un grand frère et un labrador. Un cliché de la famille parfaite, vivant dans un pavillon de banlieue. J'aurais probablement dû avoir une enfance heureuse et ordinaire. Aller à l'école en essayant de faire de mon mieux. Avoir des amis. Faire de temps en temps la fête. Et puis, après le lycée, faire des études pour avoir un bon travail. Oui, c'est ce à quoi on s'attend quand on est dans ce cadre de vie, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas été le cas. Mes parents étaient ce qu'on pouvait qualifier d'élitistes, maladivement élitistes. Ils avaient de grandes ambitions pour nous, et nous n'avions pas intérêt à les décevoir. Il fallait toujours être les plus sages, les plus doués, ceux qui avaient les meilleurs résultats. Sinon, les punitions tombaient. Au début, ce n'était pas bien méchant. En maternelle, si on obtenait autre chose qu'un petit bonhomme vert, nous étions privés de jouets, ou interdits de sortir jouer dans le jardin. Le genre de punition qu'on donnait à un enfant désobéissant. En primaire, se sont ajoutées les notes. Une mauvaise note, 200 lignes, ou des exercices supplémentaires. Une autre, interdiction de faire autre chose que de travailler jusqu'à la prochaine note jugée satisfaisante. Un jeu confisqué par-ci, une série d'exercices par-là. Et bien sûr, interdiction de manger le soir tant que tout le travail supplémentaire n'avait pas été fait et dûment contrôlé. C'était encore supportable à ce moment-là. Mais la primaire s'est terminée, puis le collège. Et les exigences ne faisaient qu'augmenter. Désormais, il me fallait obtenir au moins 18 sur 20 pour les satisfaire. Mon frère s'en sortait beaucoup mieux que moi. Poli, parlant de ses camarades de classe d'un ton hautain et condescendant, premier de la classe et déterminé à devenir un riche magnat des affaires, un arrogant de première, et le digne fils de nos parents. Malheureusement, ce n'était pas mon cas. Les études n'avaient jamais été mon point fort, à supposer que j'en possède un. J'ai fait des efforts, vraiment. Je travaillais vraiment dur pour ça. Mais rien à faire. Les punitions étaient mon quotidien. De même que les brimades, les remarques blessantes. Une à une, toutes mes affaires disparaissaient de ma chambre, rejoignant souvent celle de mon frère, pour le récompenser au passage. En grandissant, ce fut également le cas de mon téléphone et de mon ordinateur, que je ne pouvais utiliser que sous surveillance, à la seule condition de prouver que son utilisation était obligatoire pour mes devoirs. Petit à petit, ma confiance en moi s'évaporait, au fur et à mesure que j'entendais ma famille me répéter à quel point j'étais mauvaise et décevante. Chaque soir, je devais travailler de longues heures, sous la surveillance de mon crétin de frère qui ne se privait pas pour m'humilier. J'aurais pu répliquer, me rebeller, mais je savais que cela n'aurait conduit qu'à une privation de repas. Je n'avais déjà pas le droit à des repas normaux, inutile d'en rajouter.
ma nourriture se composait uniquement de pâtes nature et d'un œuf dur, soi-disant pour me motiver à m'améliorer. Il n'allait quand même pas gâcher de la viande, du poisson ou des légumes pour nourrir une incapable. Ça a été mon quotidien, jusqu'au jour fatidique des résultats du bac. Je l'avais péniblement décroché, mais pas comme mes parents le souhaitaient. Ils voulaient la mention très bien. Je n'avais obtenu qu'assez bien, bien trop insuffisant. Mes parents s'étaient regardés, le regard sombre, avant que le verdict ne tombe. Je n'étais qu'une source de honte et d'embarras pour la famille, et dorénavant, ils n'avaient plus de fille. J'avais 2 semaines pour me trouver un endroit où loger. Je n'étais plus la bienvenue chez eux. Ça avait au moins eu le mérite d'être clair. Ils n'avaient pas fait d'enfants pour les aimer, mais pour servir leur ambition personnelle. Sur le coup, ça avait choqué mon frère. Il ne devait pas s'attendre à ce que ça aille jusque-là. Ou bien, il venait de réaliser ce qui lui arriverait s'il échouait en chemin. Peut-être un peu des deux, qui sait. Enfin bon, moi je n'avais déjà plus d'illusions depuis longtemps. Je me suis mise à chercher un travail, parce que je savais que sans un vrai salaire, je n'avais aucune chance de trouver un toit à me mettre au-dessus de la tête. Et j'ai eu de la chance. J'ai réussi à obtenir un CDD renouvelable dans un supermarché en tant que caissière, et ce, dans les 2 semaines imparties. Une amie de lycée, apprenant ma situation, m'avait hébergée le temps que j'obtienne mon premier mois de salaire. En cherchant bien, j'avais trouvé ce taudis à louer. Je m'y étais installée bon gré mal gré, et depuis, j'y survivais comme je pouvais. Et oui, c'est comme ça que ça a commencé. Comme ça que j'ai atterri ici. Rien de très glorieux. Mais si mon histoire était belle, je serais dans un vrai appartement. L'endroit est vraiment insalubre. Quand je suis arrivée, il n'y avait rien dedans. Enfin, il y avait une vieille douche et des toilettes dans un coin, un évier dans un autre, et c'est tout. J'avais fait un tour dans les déchetteries pour trouver un vieux matelas, un oreiller et une couverture. Par chance, dans la rue, j'avais également pu me procurer une chaise et une table. C'était affreux, sale et moche. Mais au moins, je n'étais pas à la rue. C'était ce que je m'étais dit pour ne pas pleurer. Je me servais de ma valise pour ranger mes vêtements, et j'avais fait une liste des achats totalement indispensables à faire en priorité. J'ai travaillé pendant 1 an dans ce supermarché, ce qui m'a permis de m'acheter un jeu de drap propre, un oreiller neuf, une couette et un radiateur pour l'hiver. Juste avant la fin de mon CDD, j'avais enfin trouvé un CDI dans une petite épicerie. Encore une fois, un emploi très simple et payé au minimum. Mais au moins, j'avais l'assurance d'un salaire à la fin du mois. Et c'était tout ce que je demandais. De toute manière, à défaut d'être brillante, j'étais travailleuse. Et je ne disais jamais non à des heures supplémentaires. Souvent payées au noir ou en nature, avec des produits de l'épicerie. Personnellement, ça m'arrangeait. Tout ce qui pouvait améliorer ma vie était le bienvenu. Jour après jour, je me démenais pour améliorer ma vie. Ma situation n'était pas celle dont j'aurais pu rêver, mais au vu du comportement de mes parents, je ne pouvais pas espérer mieux. Ils m'avaient volontairement lâché au fond d'un trou. C'était à moi de regagner la surface. Pendant 5 ans, je me suis démenée, sans me plaindre, pour m'en sortir. J'avais acheté un petit réchaud de camping pour cuisiner, et j'économisais tout ce que je pouvais, en attendant de pouvoir me payer quelque chose de mieux pour vivre. Mon quotidien était légèrement adouci par mon patron, avec qui j'avais sympathisé très rapidement. Nous discutions souvent tous les deux, lorsqu'il n'y avait personne dans la boutique. L'ambiance était agréable, nous avions nos habitués, et le soir, il me préparait souvent un petit sac avec des invendus, des fruits tachés, des sachets ouverts ou à l'emballage abîmé, ou encore ceux dont la date de péremption était trop proche pour avoir le droit de les vendre. Grâce à lui, j'avais enfin pu goûter au luxe d'une alimentation variée,
et relativement équilibré, et ce pour la première fois depuis des années. Par acquis de conscience, je stockais toute la nourriture sèche que je pouvais, et tout ce qui pouvait me faire économiser. À l'époque, j'espérais vraiment m'en sortir. J'avais même réussi à m'offrir un mini frigo pour stocker quelques produits frais, comme des yaourts ou de la viande. Mes conditions de vie commençaient presque à devenir acceptables. Je me souviens encore de la joie que j'avais ressentie en allant à ma banque pour déposer mes premiers billets, patiemment économisés, sur un livret d'épargne. Une véritable consécration. 350 € patiemment économisés, pièce après pièce. 8 mois de travail et d'effort. J'en avais pleuré de joie en les mettant à l'abri. Seulement, les choses s'étaient gâtées, il y a 6 mois environ. Mon patron était venu me voir à la fermeture, le visage fermé, presque au bord des larmes. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'avais eu qu'une seule cliente ce jour-là, une adorable vieille dame qui avait vidé son porte-monnaie sur le comptoir. J'avais eu besoin d'un certain temps pour tout recompter, tout en discutant avec la cliente. Le soir, la nouvelle était tombée. La boutique allait mettre la clé sous la porte. Faillite. Pour lui aussi, c'était un coup dur. Sans cette source de revenus, il allait avoir du mal à subvenir à ses besoins, ceux de sa femme et de ses 2 enfants. Sa femme qui attendait leur 3e. À l'époque, j'avais essayé de rester forte. Je m'étais dit qu'avec le mois de préavis, l'indemnisation chômage et mes petites économies, j'arriverais à tenir le coup, le temps de trouver autre chose. J'en avais vu d'autres après tout. Mais je me trompais, et la descente aux enfers a commencé. J'avais beau envoyer des CV, faire mes plus belles lettres de motivation, démarcher en personne tous les commerces des environs, rien, personne ne répondait. Et pourtant, Dieu sait si j'étais motivée et prête à tout accepter. C'était une question de vie ou de mort après tout. Seulement, je n'obtenais aucun résultat. Avec le chômage qui progressait chaque jour, il y avait de plus en plus de candidats par poste. Des candidats avec des diplômes et des expériences que je n'avais pas. À croire qu'il fallait maintenant avoir un doctorat pour tenir une caisse ou faire le ménage. Heureusement pour moi, j'avais blindé mon studio de tout ce que mon ex-patron m'avait donné. Ça m'avait fait gagner un peu de temps. Mais pas longtemps, entre les factures et le loyer. Et tout ça avait empiré il y a 3 mois, quand mon salaud de propriétaire avait augmenté le loyer. Mes économies avaient fondu comme neige au soleil. Et mon banquier avait commencé à m'appeler. Vous êtes dans le rouge, mademoiselle. Veuillez régulariser votre situation. Et comment je suis censée faire ? Les factures s'accumulent au même rythme que les refus d'embauche. J'avais réduit ma consommation d'eau, d'électricité et de nourriture au maximum pour réduire mes frais. Mais ça ne suffisait pas. Tous les jours, j'avais le droit au même appel, au même refrain. Vous êtes dans le rouge. Veuillez régulariser votre situation. Cette phrase me hante. Depuis 3 mois, je l'entends tous les jours. Elle résonne dans ma tête, en permanence. Je finis par détourner mon regard de la pluie qui tombe dehors et resserre ma couette autour de moi. Hier, ils m'ont coupé l'eau et l'électricité, ainsi que le téléphone. Facture impayée. Plus de chauffage, plus de quoi boire. Mon frigo ne fonctionne plus, et de toute façon, il n'y a plus rien à manger. Ce n'est plus qu'une question de jours maintenant, avant que je ne meure. La seule question est, qu'est-ce qui me tuera en premier ? La faim ? La soif ? Le froid peut-être ? À chaque seconde qui passe, je sens mon esprit se briser un peu plus. Vous êtes dans le rouge. Bon sang, même sans le téléphone, j'entends encore sa voix. Il faut dire que depuis 1 mois, il m'appelait 2 à 3 fois par jour. Encore et encore. Mon compte en banque est bloqué et impossible de faire un emprunt vu ma situation. Vous êtes dans le rouge.
Veuillez régulariser votre situation. Mais faites-le taire à la fin. J'en peux plus. Pourquoi moi? J'ai rien fait de mal pourtant. D'accord, je suis pas la personne la plus intelligente du monde. Et je suis pas non plus talentueuse ou belle. Mais j'ai toujours travaillé dur. Et je demande pas grand-chose. Juste pouvoir gagner honnêtement ma vie. Mais même ça a l'air trop bien pour moi. Je suis fatiguée. Et je suis toute seule. Mes parents n'accepteront jamais de me venir en aide. Je le sais. Ils ne m'ont jamais aidée de toute leur vie. Pourquoi ils commenceraient maintenant? J'ai faim. Et soif aussi. J'ai rien avalé depuis hier matin. Et malgré ma couette, j'ai de plus en plus froid. Alors c'est comme ça? Je vais mourir ici, en agonisant lentement dans cet endroit moisi, jusqu'à ce que l'odeur n'alerte les voisins? Vous êtes dans le rouge. Veuillez régulariser votre situation. Régulariser ma situation? Et comment? Je n'ai plus rien. Ni argent, ni travail, ni famille. Il me reste plus rien. Vous êtes dans le rouge. Dans le rouge. Dans le rouge. Oui, c'est vrai. Je suis dans le rouge. Rouge comme le sang. Comme la douleur. Et si la faim avait une couleur, ce serait aussi le rouge. Oui, je suis complètement dans le rouge. Le rouge sang. Debout sur le perron de la maison où j'ai grandi, je regarde la pluie qui tombe sur mes mains et emporte le liquide précieux au sol. Ça forme une petite rivière. Derrière moi, des cris et des sanglots. Mais ça ne me touche pas. Ça ne me touche plus. Au loin, j'entends le bruit d'une sirène et des lumières bleues clignotantes me parviennent à travers le rideau de larmes qui floute ma vision. Ah, ils sont enfin là. Je les vois courir vers moi. C'est trop tard, vous savez. J'ai déjà régularisé ma situation. La lame s'échappe de mes mains et tombe au sol, tandis que je lève les mains en l'air et les laisse venir vers moi sans bouger, ignorant les sanglots de mes parents et le cadavre de mon frère à mes pieds. Maintenant, j'allais être nourrie, logée et blanchie, et je pourrais même reprendre des études. J'aurais aimé faire autrement, mais je ne voyais pas d'autre solution pour survivre. Dommage que ce soit lui qui ait ouvert, mais au fond, peu importe, ils sont tous pareils. Juste avant de monter dans la voiture de police, chaude et confortable, qui m'attendait, je me suis tournée vers mes parents, et doucement, j'ai pris la parole. Vous n'aviez plus de fille, même si ça signifiait la condamner à la misère et à la mort. Maintenant, vous n'avez plus d'enfants. Puis, je suis partie, un sourire rassuré aux lèvres, satisfaite d'avoir régularisé ma situation.